Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec à mes côtés Thibaut Henoch. Bonjour Thibaut. Bonjour Oriane. Et cette semaine, notre invité est Sylvain Maillard. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Vous êtes député La République En Marche de Paris. Merci d'être avec nous. Et dans l'actualité parlementaire cette semaine, il y a d'abord le lancement du grand débat national par le président de la République. Emmanuel Macron était dans l'heure mardi devant 653 maires normands. En parallèle, lors des questions au gouvernement, à l'Assemblée, le Premier ministre déclarait que le gouvernement était prêt à faire vivre ce débat au Parlement. Les passeports diplomatiques de Benalla au cœur de nouvelles auditions. Au Sénat, la commission d'enquête a interrogé le directeur de cabinet de l'Élysée et les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian. Placé en garde à vue cette semaine, Alexandre Benalla devra de nouveau s'expliquer lundi devant les sénateurs. Nous reviendrons aussi sur ce rapport très attendu présenté cette semaine à l'Assemblée, celui de la mission d'information sur la révision des lois de bioéthique. Il se dit favorable à l'ouverture de la PMA pour toutes et lève de nombreux autres interdits. Et on commence avec une question. Quelle place pour le Parlement dans le grand débat national ? Une lettre aux Français, des déplacements dans l'Eure et dans le Lot, 7 heures de discussion avec les maires. Emmanuel Macron a donc lancé cette semaine le grand débat national destiné à répondre à la crise des Gilets jaunes. Le président a fixé des limites, pas de remise en cause de la ligne économique, notamment de la réforme de l'ISF, mais il a ouvert le jeu sur d'autres sujets, par exemple la limitation de la vitesse à 80 km/h. Et dans le même temps, à l'Assemblée nationale, lors des questions d'actualité au gouvernement mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a répondu aux députés sur la place du Parlement dans ce futur débat. Écoutez sa réponse. Je veux dire qu'il ne me paraîtrait pas absurde et qu'il me semblerait même légitime que, à l'intérieur de l'hémicycle, on puisse débattre. Reconnaissez avec moi, monsieur le député, qu'il y aurait quelque chose de curieux à ce que le débat soit organisé partout en France, sauf à l'intérieur de cet hémicycle. Et donc, il appartiendra aux parlementaires, ou plus exactement aux formations politiques, de déterminer les modalités de ce débat, mais bien entendu, nous y sommes prêts et nous pensons qu'il est nécessaire. Et c'est d'ailleurs le sens de la remarque qu'avait formulée le président de la République, puisqu'il appelait l'ensemble des assemblées politiques à se saisir de ce débat. Pas simplement celle-ci, l'Assemblée nationale, pas simplement le Sénat, pas les deux seules assemblées parlementaires politiques, mais l'ensemble des assemblées de notre pays. Sylvain Maillard, pour vous, quelle place doivent avoir le Parlement et les parlementaires dans ce débat ? Nous invitons tous les citoyens. Le président de la République a invité tous les citoyens à se saisir de ce moment important, un moment inédit, qu'est le grand débat, pardon. Et donc, évidemment, les parlementaires ont toute leur place. Ils ont toute leur place d'abord pour discuter au sein du Parlement, et c'est vrai, le Premier ministre l'a très bien dit d'ailleurs. Ce sera en fonction des modalités que nous allons arrêter groupe par groupe pour voir comment nous pouvons faire vivre au sein du Parlement physiquement ce débat. Mais aussi les parlementaires sur le terrain. Parce que dans ce grand débat, évidemment, souvent les maires sont en première ligne pour organiser dans leur mairie les débats s'ils le souhaitent. Mais c'est aussi aux parlementaires d'être d'abord à l'écoute. Je crois qu'il est important que les parlementaires soient dans les salles le plus possible pour écouter, pour entendre. Pas pour animer, mais pour être vraiment dans l'écoute de nos citoyens. C'est un moment fort et le parlementaire a toute sa place, le député comme le sénateur a toute sa place dans les différents grands débats qui vont s'organiser sur l'ensemble du territoire. Et puis je crois aussi, dans certains territoires, peut-être il y aura des difficultés d'organisation. Peut-être des maires ne souhaiteront pas le faire. Peut-être il peut arriver des problèmes techniques d'organisation tout simplement, de légitimité. Et je crois que le député comme le sénateur, doit absolument, à ce moment-là, venir pour faire en sorte que le débat puisse, sur tous les territoires, être conduit. Donc, le parlementaire doit être plutôt en retrait, mais écouter, force de proposition ensuite de synthétiser. Et l'organiser là où d'autres l'organiser là où il y aura des difficultés. Alors le groupe La République En Marche aussi, a-t-il son rôle à jouer dans ce débat ? Est-ce que vous ferez des propositions ? Par exemple, vous, personnellement, est-ce que vous ferez des propositions au cours de ce débat ? Bien sûr, non seulement le groupe La République En Marche va faire des propositions, ça c'est très clair, nous travaillons dessus, mais chaque parlementaire peut être amené, puisque nous sommes citoyens avant tout, à faire des propositions. Oui, je ferai des propositions sur le travail, ce que doit être le travail, sur la rupture conventionnelle. Par exemple, je suis en train de travailler sur la rupture conventionnelle et l'évolution que je pense de la rupture conventionnelle, mais aussi sur le travail
la valeur travail, le fait que je pense qu'on ne doit pas payer pour aller travailler, et donc sur des choses assez concrètes, sur l'abonnement. Alors moi je suis député parisien, francilien, et on a des abonnements sur une carte Navigo. Pourquoi le salarié doit payer la moitié de cette carte Navigo ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il est normal que quand son patron souhaite le payer, ce n'est pas possible, c'est un avantage en nature de payer la totalité de la carte Navigo ? Est-ce qu'on doit payer en France à l'heure actuelle pour travailler ? Moi je pense que non, donc ce sera une de mes propositions. Alors on voit dans ce débat une demande de démocratie participative, notamment à travers le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que pour vous cette démocratie participative va affaiblir la démocratie représentative et donc les parlementaires ? Moi, la question, elle ne se pose pas comme ça. Elle se pose comment faire pour que notre République soit plus vivante, que notre démocratie soit plus vivante, que le citoyen se sente plus entendu et qu'il puisse participer à la vie démocratique. J'étais il y a quelques minutes avec des enfants de ma circonscription et je leur disais, j'espère que dans quelques années, vous serez député, maire, enfin, vous participerez profondément à la vie citoyenne. Moi, je pense que c'est essentiel. Et trop de nos concitoyens pensent qu'ils en sont exclus. Donc tout ce qui va avancer vers, je dirais, l'expression de volonté de faire communauté et d'apporter des idées me semble intéressant. Après, il y a vraiment des vraies difficultés sur la modalité du RIC comme on nous l'a présenté. Je crois qu'il faut faire attention. Parfois, Parfois, une bonne idée peut se transformer en l'inverse. Moi, j'ai pas envie qu'on ait tous les dimanches des votes sur pour ou contre l'IVG, pour ou contre la peine de mort. Et nous savons très bien qu'un RIC très largement diffusé sans garde-fou risquerait de devenir des référendums pour ou contre simplistes tous les dimanches. Donc, il faut des garde-fous, mais qui est une expression plus importante de nos concitoyens, ça j'y suis favorable. Alors le président du Sénat a présenté jeudi ses vœux devant la presse parlementaire, l'occasion pour Gérard Larcher de parler de ce grand débat et de défendre l'utilité du bicamérisme et du Sénat, mais l'occasion aussi de lancer quelques piques au chef de l'État, Jérôme Ravier. Il n'avait rien dit depuis la publication de la lettre d'Emmanuel Macron où le chef de l'État interroge les Français sur le rôle du Sénat à une possible réforme. Mais pour sa conférence de presse de rentrée, Gérard Larcher a contre-attaqué, déplorant d'abord la forme. Je voudrais vous préciser que le président de la République ne m'avait même pas prévenu de sa lettre, ni même que le Parlement allait être questionné. Les deux hommes se sont vus lundi en tête-à-tête et Gérard Larcher a été clair sur son refus de réformer la Chambre haute par référendum. J'ai aussi rappelé au président de la République lundi qu'aucune révision constitutionnelle ne se fera sans le strict respect des dispositions prévues par la loi fondamentale. Qu'on se le dise, c'est dit. Sur le grand débat national, Gérard Larcher salue une initiative qui fait passer du rond-point à la table ronde, sans toutefois cacher ses réserves. Je me suis prononcé pour le grand débat. Je ne suis pas dupe non plus. Il faut être prudent, il faut être vigilant, attentif à toute tentative d'instrumentalisation. Il faudra aussi être exigeant sur la suite que l'exécutif proposera de donner à cette consultation. Enfin, le président du Sénat a salué un retour du chef de l'État vers les maires, en rappelant qu'il l'exhorte depuis des mois à entendre les territoires et ses premiers représentants. Et comme souvent, le président du Sénat a conclu par une main tendue. Je crois que la situation nous amène à la nécessité, sur un certain nombre de sujets, de travailler ensemble. Travailler ensemble pour écouter et essayer de dire ensemble le bien commun. Dire le bien commun, ça doit être notre rôle. Un franc-parler avec des lignes rouges toujours bien dressées, sans fermer la porte au dialogue. Gérard Larcher a finalement fait du Gérard Larcher, rappelant au président de la République qu'il avait aussi besoin du Sénat pour sortir de cette crise. Sylvain Maillard, vous avez entendu le président du Sénat dire qu'il n'avait pas été prévenu du contenu de cette lettre alors qu'il y est question du Parlement, du Sénat. Est-ce que pour vous c'est une erreur, une maladresse de la part d'Emmanuel Macron ? Je n'ai pas à commenter, je n'en sais rien. Je ne fais pas partie ni du Sénat ni de l'Élysée, donc je n'en sais rien là-dessus. En tout cas, ce que je crois important... Emmanuel Macron, on le voit, veut renouer avec les territoires, avec les élus locaux. Gérard Larcher est le représentant de la Chambre des territoires. Est-ce qu'il aurait dû le prévenir ? Bien sûr, mais probablement... Il y a de toute façon besoin de plus d'explications et
Peut-être. Enfin, honnêtement, je n'ai pas le détail de ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il me semble important que l'on puisse... sur les ronds-points, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on ne pouvait pas rester dans un système où on avait l'impression que les parlementaires, que la démocratie représentative ne fonctionnait pas. Entre autres, on a entendu beaucoup de plaintes contre les députés, sur nos trains de vie supposés, sur notre organisation, mais aussi sur les sénateurs. Et que la place du Sénat, moi, me semble importante à définir. Est-ce que nous restons dans le même système avec 2 chambres bicaméristes ? Pourquoi pas ? Mais on voit bien que nos citoyens pensent que probablement il n'y a pas suffisamment, en tout cas de leur point de vue, de différence entre une chambre et une autre. Moi, je crois qu'il faut profondément réformer le système. Je pense que ça, c'est le néo-député que je suis. Je vois le temps que nous prenons à étudier les textes. Nous sommes au XXIe siècle, ça doit aller beaucoup plus vite. Il faut que des mesures s'incarnent beaucoup plus rapidement. Et je crois que notre organisation, avec des textes qui font ce qu'on appelle la navette, d'une chambre à l'autre, prennent énormément de temps. Ça ne veut pas dire que la valeur du Sénat doit être annihilée. Bien entendu qu'ils enrichissent nos textes. Et ça, c'est important. Mais probablement, dans notre fonctionnement, il faut une réforme. Donc moi, j'invite sur les différentes chambres à réfléchir sur comment faire pour que ce soit plus efficace, plus constructif, et que nous ne soyons pas dans un système qui a été inventé, conçu il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, et qui parfois peut paraître un peu obsolète au regard de nos concitoyens. Ça, faut l'entendre, ça. Allez, on va en venir à notre deuxième thème cette semaine, retour de l'affaire Benalla au Sénat. Suite aux informations sur les passeports diplomatiques de l'ancien chargé de mission de l'Élysée, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla a repris ses auditions mercredi. Patrick Stroza, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, puis Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian ont répondu aux questions des sénateurs avec à la clé de nouvelles révélations. Quentin Calmet. À plusieurs reprises, Patrick Stroza se montre agacé. Et par moments même, le directeur de cabinet lâche sa colère contre Alexandre Benalla. Le signe d'un changement de ton, l'Élysée dénonce désormais publiquement le comportement de l'ancien chargé de mission. Depuis décembre, on sait qu'il disposait de 2 passeports diplomatiques, des passeports utilisés une vingtaine de fois selon Patrick Stroza entre le mois d'août et le mois de décembre. Plus grave encore, Alexandre Benalla aurait obtenu un de ces passeports grâce à un faux document. M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée à en tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. Quand on a vu ce document, bien évidemment, on a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document au ministère de l'Intérieur, et il n'est pas l'auteur de cette note. Des auditions qui révèlent aussi des failles dans l'organisation du ministère de l'Intérieur. Car Christophe Castaner le reconnaît, il est impossible techniquement d'empêcher Alexandre Benalla d'utiliser ses passeports diplomatiques. En l'espèce, pour les passeports diplomatiques, qui en plus ne sont pas des passeports biométriques et qui n'ont pas le même niveau d'information, il n'est pas possible aujourd'hui de dire on interdit. Autre dysfonctionnement, au ministère des Affaires étrangères cette fois. Quand Alexandre Benalla se rend au Tchad les 5 et 6 décembre, l'ambassadeur français n'en fait pas mention au ministre. J'ai interrogé le 26 décembre notre ambassadeur sur ce sujet. Il m'a fait savoir qu'il était informé de ce déplacement et qu'il n'avait pas considéré qu'il fallait en faire rapport. Ah bon ? Je lui ai fait savoir que c'était regrettable, il a reconnu que c'était une erreur. Une journée riche en révélations, avec désormais une forte attente sur la suite des auditions, car Alexandre Benalla est le prochain convoqué lundi au Sénat, quelques jours seulement après le déclenchement d'une nouvelle garde à vue dans ce dossier des passeports et du faux à l'Élysée. Sylvain Maillard, est-ce que vous avez été surpris par ces révélations ? Oui, surpris parce que, évidemment, je pense comme l'ensemble des sénateurs, l'ensemble des Français, on découvre au fur et à mesure l'étendue des dégâts. Je lis très clairement des dégâts. D'abord, ça va nous interroger, nous, concrètement, sur notre organisation. Ce qu'a dit Christophe Castaner sur les passeports diplomatiques, c'est aussi une évolution que nous devons absolument organiser dans l'État. Il n'est pas possible de ne pas pouvoir interdire des passeports diplomatiques. Une fois qu'on vous les a attribués, on ne peut pas techniquement, à l'heure actuelle,
les annuler. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a sûrement le passeport de M. Benalla, en tout cas celui dont on parle, il y en a sûrement d'autres, avec probablement d'autres, dans d'autres majorités, la majorité précédente, qui ont encore probablement des passeports diplomatiques. Je le dis avec des réserves, tout en me disant que probablement. Et donc, je crois qu'il faut aussi réformer ce système-là de distribution de passeports diplomatiques, non pas dans l'attribution, mais dans le fait que quand ils ne sont plus adaptés à la mission, ce qui est tout à fait le cas, ils doivent être automatiquement arrêtés. Et donc, arrêter, techniquement, c'est assez facile à faire, sauf qu'il faut produire, il faut faire la puce et insérer la puce dans un passeport diplomatique. C'est des choses comme ça qui sont des choses techniques assez simples, mais qu'il faut mettre en place pour pas qu'on se retrouve dans des situations pareilles. Alexandre Benalla a-t-il menti en déclarant lors de sa première audition au Sénat avoir laissé ces fameux passeports à l'Élysée? Et si oui, doit-il être poursuivi pour parjure? S'il a menti, ça, il va être réauditionné lundi. S'il a menti, oui, il y a parjure, très clairement. Puisque sinon, à ce moment-là, une commission parlementaire, si on peut dire n'importe quoi, n'a plus de raison d'être. Puisque c'est justement l'idée de « si vous ne dites pas la vérité, on vous poursuivra pour parjure » qui fait émerger la vérité dans une commission parlementaire. Donc oui, je pense que c'est important. Mais moi, je crois beaucoup dans la justice. Je pense que, au-delà des commissions parlementaires, il y a une commission parlementaire de l'Assemblée nationale. Il y en a une à l'heure actuelle du Sénat. Moi, je pense que la vérité émergera avant tout de la justice. Et donc, je fais confiance à la justice pour dire le droit et pour dire nous révéler ce qui vraiment a eu lieu, ce qui s'est passé, mais aussi les dysfonctionnements pour que ça ne se reproduise plus. Mais finalement, vous dites que la commission d'enquête du Sénat, elle a eu raison de persister. Sans elle, pas de nouvelles révélations? Les sénateurs sont dans leur rôle d'estimer, eux, s'ils souhaitent continuer cette commission d'enquête. Moi, je pense que c'est à la justice de se saisir. Je pense que c'est à la justice de dire le droit. Je pense que c'est pas aux députés, c'est pas aux sénateurs. Mais ils sont dans leur droit et en aucun cas je vais m'y opposer. Et vous parliez des dégâts. Est-ce que les dégâts, ils sont aussi pour Emmanuel Macron? Est-ce que Benalla, ça va être le sparadrap du quinquennat d'Emmanuel Macron? Les dégâts, ils sont pour tout le monde. Les dégâts, ils sont pour la République. Les dégâts sont, oui, notre majorité, c'est une vraie difficulté, très clairement. Mais je crois qu'il faut affronter les difficultés. Ça fait partie aussi de la vie d'hommes et de femmes, d'affronter les difficultés. C'est une difficulté, mais on en ressortira plus fort si on l'affronte et qu'on connaît pleinement la réalité des choses pour pouvoir améliorer que ça ne se reproduise plus. Je vous parlais des passeports diplomatiques. Ça fait partie d'une évolution évidente. On attribue un passeport diplomatique ou un passeport de service. Quand on n'est plus en service ou qu'on n'est plus attributaire de ce passeport, et ça doit se désactiver tout simplement. Allez, on en vient à ce rapport sur la bioéthique dévoilé cette semaine à l'Assemblée nationale. 5 mois de travaux, plus de 60 auditions. La mission d'information sur la révision de la loi bioéthique a donc rendu ses conclusions mercredi. Son rapport prend position sur un sujet phare, l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Feu vert à cette mesure au nom de l'égalité entre les femmes. Opposition, en revanche, à la légalisation de la GPA en France. Résumé signé Mathieu Desmoulins. La PMA pour toutes les femmes, homosexuelles ou hétérosexuelles, en couple ou célibataire. C'est ce que propose le rapport parlementaire de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques. Jusqu'alors, la fécondation in vitro ou le don de sperme était réservé aux seuls couples hétérosexuels en cas d'infertilité ou de maladie grave. Le rapporteur La République En Marche, Jean-Louis Touraine, se dit également favorable au remboursement de la PMA par la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels. Il souhaite aussi la levée de l'anonymat des donneurs de sperme, sous réserve d'accord préalable. Le rapport propose également de lever un tabou en autorisant la procréation post-mortem, que ce soit par insémination ou par transfert d'embryon. Si une femme a le droit, une femme seule ou une femme en couple, a le droit, déjà maintenant, d'adopter des enfants et demain, en plus, de faire des enfants avec une PMA. Utiliser donc le spermatozoïde d'un donneur qui vient de l'autre bout de la France. Comment n'aurait-elle pas le droit d'utiliser les spermes de son propre mari défunt? On ne peut pas lui interdire cela. Ce serait déraisonnable. D'autres sujets sensibles comme l'autoconservation d'ovocytes ou la facilitation de recherche sur l'embryon figurent également dans le rapport. Pas question en revanche de donner son feu vert à la GPA, la gestation pour autrui, qui implique le recours à une mère porteuse. Le rapporteur propose cependant de faciliter la reconnaissance de la filiation
pour les enfants nés de GPA pratiqués à l'étranger. Nous n'acceptons pas qu'il y ait des enfants bâtards dans notre pays au XXIe siècle. Il n'y a pas des enfants légitimes, des enfants bâtards. Que les enfants soient nés de PMA, avec parents hétéros ou homo, avec une femme seule, qu'ils soient nés de GPA à l'étranger, il n'y a aucune raison pour que ces enfants n'aient pas la plénitude de leurs droits et de leur filiation. Toutes ces propositions devraient inspirer le futur projet de loi de bioéthique qui sera normalement débattu à l'Assemblée nationale au début de l'été. Sylvain Mayer, question simple sur la forme mais compliquée sur le fond. Êtes-vous favorable à la PMA pour toutes les femmes ? Oui, je suis favorable à la PMA pour toutes les femmes. C'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron que nous avons portée. C'est une promesse de campagne que j'ai portée aussi pendant les législatives. Et donc oui, je suis favorable. Et je suis favorable aussi au remboursement de cette PMA parce que je crois qu'il y a une égalité toute simple. Donc oui pour la PMA, oui pour le remboursement. Par contre, pour la GPA, je reste sur les positions qui ont été celles que nous avons portées au moment de l'élection, c'est-à-dire non pour la GPA. Je suis contre la GPA, mais je pense à l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, pour moi, c'est la priorité. Je crois qu'un enfant né de GPA à l'étranger doit avoir la pleine reconnaissance de l'État français. C'est un enfant français. Et donc, il doit avoir l'ensemble des droits. C'est ce qui est marqué dans ce rapport et j'y suis particulièrement favorable. Pardon, je déborde, mais par contre, l'utilisation de spermatozoïdes d'un mari, d'un défunt, je suis plus réservé dessus. J'attends aussi les auditions. Il y aura des auditions, des discussions dessus, parce que ça me semble peut-être parfois plus compliqué, éthiquement peut-être plus difficile, mais ça, nous aurons un débat parlementaire et c'est aussi du débat parlementaire que naît parfois, souvent même, la vérité ou la conviction, l'intime conviction du député. Justement, vous faites part de votre besoin d'information. Le Premier ministre a annoncé qu'un séminaire serait organisé au Parlement dans les prochaines semaines pour informer justement les députés sur ces questions. L'objectif est d'arriver à un climat plus apaisé que lors des débats sur le mariage pour tous. Oui, clairement, c'est ça l'idée. D'abord, le travail de Jean-Louis Touraine et de l'ensemble de cette commission, c'était vraiment très en amont d'associer l'ensemble des parlementaires. Moi, j'ai assisté à certaines auditions, pas à toutes parce qu'il y a eu énormément d'auditions, mais pour qu'au fur et à mesure, nous puissions avoir cette intime conviction qui se forge. Quel que soit le groupe d'ailleurs, parce que les différences ne sont plus en fonction des groupes politiques, elles sont vraiment d'une intime conviction. Je crois que le travail est bien fait au Parlement, je crois au Sénat, d'ailleurs c'est un peu dans les mêmes termes que ça va se dérouler. Il me semble important que nous arrivions à une décision apaisée, le plus apaisée possible. On a connu des discussions très difficiles sur le mariage pour tous, tirons-en les conséquences pour faire en sorte qu'une décision soit mûrement réfléchie et qu'elle soit accompagnée dans l'ensemble du pays. Ça me semble important. Alors, l'une de vos collègues a eu des propos qui ont fait débat au sein même de votre groupe, la députée La République En Marche de l'Oise, Agnès Thill, qui a déclaré que l'extension de la PMA et, je cite, « cette absence de genre dans le mot parent favorise l'éclosion d'écoles coraniques ». Est-ce que ce sont des propos qui vous ont choqué ? Moi, je ne veux pas commenter en permanence les propos. D'abord, je ne connais pas le contexte de son propos. Moi, ce que je crois qui est important, on connaît les convictions d'Agnès Thill, on les connaît depuis longtemps, c'est pas caché. Quand elle a été candidate La République En Marche, nous savions les origines, d'où elle venait, son passé, et je crois qu'elle fait partie d'une réflexion d'enrichissement de notre majorité et d'apporter des idées. Elle a toute sa place, à mon avis, au sein de, en tout cas, c'est ma conviction intime, qu'elle a toute sa place. Par contre, elle a des positions qui ne sont pas majoritaires, loin s'en faut, sur certains points, entre autres sur ce que vous venez de dire. Je pense que elle doit pouvoir s'exprimer, mais très clairement, la majorité des députés de La République En Marche veulent, si ce n'est l'unanimité, veulent la PMA, l'extension de la PMA et le remboursement. C'est une promesse de campagne que nous avons tous portée, sur laquelle nous avons été élus. Il me semble important de la réaliser. Un mot, Sylvain Mayer, pour finir cette émission sur une autre loi votée cette semaine, une loi d'actualité, puisque l'Assemblée et le Sénat ont définitivement adopté un texte permettant au gouvernement de préparer le scénario d'un Brexit dur, un cas de figure plus que jamais possible après le rejet par le Parlement britannique de l'accord soutenu par Theresa May. Sylvain Mayer, la France est-elle prête avec ce texte à faire face à un no deal ? Difficile, la position des Français comme l'ensemble des Européens, parce que nous sommes tributaires
tributaires d'une hystérie. C'est une hystérie qui a lieu à l'heure actuelle en Grande-Bretagne. Ils ne savent pas à quelques jours du Brexit où ils vont. C'est quand même dingue de se retrouver dans une situation pareille. Donc nous, moi je faisais partie de la commission spéciale sur l'étude des ordonnances sur le Brexit. On a dit une solution simple. Nous, on s'occupe de nous, des Français, et de faire en sorte que, quelle que soit la solution qui émerge du côté britannique, que ce soit un Brexit dur, un accord qui est ratifié, ou bien même un référendaire à nouveau en Grande-Bretagne, nous serions prêts à faire face en France. Parce que nous sommes obligés de recréer, en tout cas de prévoir, de recréer une frontière. C'est terriblement difficile. Nous avons pu voir le nombre de détails sur lesquels il faut travailler très rapidement pour trouver des solutions. Je crois que nous avons donné en tout cas l'ensemble des pouvoirs législatifs au gouvernement pour y faire face. Nous serons prêts en tout cas. Et on aura l'occasion d'y revenir dans les semaines à venir. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'avoir été avec nous. Merci Thibault. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité parlementaire.